Bon, je sens que notre ami Alex ne veut absolument pas couper cette caméra, donc je vous dis bonjour, ça fait bien longtemps que je n'ai pas présenté un 120%, mais aujourd'hui pour la 1500e, c'est moi qui reviens pour vous dire coucou avec les autres, mais vous choisissez le présentateur que vous voulez. Et du coup, je vais vous parler un petit peu du sommaire, et le sommaire aujourd'hui, donc nous aurons une critique de jeu. Forcément, ce sera Pokémon Saphir Alpha ainsi que Pokémon Ruby Omega, évidemment, et puis il y a un des 6 avec Blitzstage, qui est un jeu de mecha, inspiré des univers d'Evangelion et de Arc Zephon aussi. Et on aura Metal Missile et Plastic Gun. Et bien sûr, tout de suite, parce que je n'ai pas oublié, les news. Une petite news pour vous présenter le flipper numérique Arcade qui a reçu cette année l'une des médailles d'or du prestigieux concours Lépine européen. Développé par une PME savoyarde, e-Concept, spécialisée dans le rétro gaming, ce flipper est un vrai flipper. Fabriqué à la main, comprenant boutons, lanceur de billes à ressort, affichage digital et compagnie. Et c'est un flipper numérique. Il proposera 400 tables de jeu en téléchargement sur la version Elite de l'arcade, dont pas mal de titres références sous licence Star Wars, Jurassic Park ou encore Addams Family. Les auteurs nous assurent des sensations quasi identiques au flipper classique, avec la gestion du tilt et du bourrage latéral par exemple. Le tout sans contrat de maintenance, ce dernier n'étant plus nécessaire. Le flipper ne sera pas donné et coûterait en fonction du devis réalisé entre 2500 et 5000 €. Mais le projet est beau et fonctionne visiblement très bien. Le concours Lépine européen récompense toujours les innovations les plus marquantes. Développé par le studio Fire Monkeys, à qui l'on doit le jeu mobile Real Racing 3, déjà édité par EA Mobile, le prochain Need for Speed sortira donc sur smartphone et tablette. Sous-titré No Limits, ce dernier aura pour ambassadeur le champion Ken Block, qui avait déjà été impliqué dans d'autres jeux vidéo, et en particulier les excellents Colin McRae Dirt 2 et Dirt 3 de Codemasters. Visuellement, NFS No Limits semble très bien tenir la route sans jeu de mots tout naze. Il débordera d'options de customisation avec, on peut en être certain, un aspect social développé. It's your move. Sorti en mars 2014 sur le territoire japonais, Hatsune Miku Project Diva F2 est un jeu de rythme dans lequel il est possible d'incarner évidemment la diva virtuelle emblématique du Vocaloid. Le jeu est disponible depuis le 21 novembre en version physique sur PS3 et PS Vita de par chez nous. De nombreux morceaux et tenues différentes seront disponibles en DLC payant. Sur Vita, il sera désormais possible d'utiliser le pad analogique et plus seulement l'écran tactile. L'éditeur de niveau a également été amélioré et il y a une fonction cross-save entre PS3 et PS Vita. Plus original, le jeu supporte le cross-save avec une version japonaise. Il sera ainsi possible de récupérer ses données de sauvegarde d'une PS3 japonaise vers une Vita européenne par exemple. Même s'il ne sera possible de faire l'opération qu'une seule fois et dans une seule direction apparemment. Ça fait une sacrée baille qu'on s'était pas vu, je suis super content de vous voir. Je suis devenu hyper gentil maintenant, promis, je me suis assagi, je dis plus de gros mots et je dis que des choses sages à l'antenne, c'est promis. Normalement, Alex là est censé me couper en me disant c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas possible, qu'est-ce qui t'arrive, Pili ? Je ne sais pas, je me suis fait enchaîner par le monde. Mais non, je rigole. Bon, et si on regardait la critique de jeu, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là, non. Hein Alex, non. C'était un peu court comme plateau. Tu veux des plateaux beaucoup plus longs que ça ? Un petit peu, quoi. Alors, sur quoi ? Lance-moi un sujet. Je te propose de parler un peu de ton expérience sur 101%, vu que c'est la 1500e 101%. Ok, alors 101%, je vais vous raconter, pour dire la vérité, c'était l'enfer pour moi. L'enfer. Parce que je n'aime pas être ici, là, je préfère être derrière. Et du coup, bon, en même temps, après, c'était rigolo, parce que quand je vous voyais à la Japan Expo, vous vous rendiez compte que j'étais pas si méchant, et ça, c'était marrant. Alors on dit à Japan Expo. Ouais, mais je sais, mais j'ai oublié tout ça. À Japan Expo, je suis désolé. Et puis alors je tiens aussi à dire que... Non, je vous le dirai au prochain plateau. Donc la critique de jeu. Pour beaucoup d'entre nous, ça a commencé il y a 15 ans, comme une quête à l'objectif très simple, les attraper tous. Tous les 151 Pokémon, répartis sur 2 cartouches Game Boy, à l'exception du fameux Mew, réservé à des événements spéciaux, presque mythiques à l'époque, organisés par Nintendo. Nous avons été très nombreux à nous atteler sérieusement à cette tâche. Certains l'ont abandonné en cours de route, d'autres en ont vu le bout, pour obtenir un diplôme tout nul de la part d'un PNJ tout nul. Et puis de nouveaux Pokémon sont apparus, et la quête, petit à petit, a muté.
Au fil des versions, des nouveaux supports et des nouvelles possibilités offertes, le duel est devenu de plus en plus accessible et de plus en plus important. Les ligues de Kanto, Johto ou Hoenn ne suffisaient plus. Il s'agissait d'être le meilleur dresseur sur Terre, pour de vrai, en terrassant ses adversaires par la maîtrise des notions de metagame, de construction d'équipe ou encore des EV et autres IV autrefois secrètes. Ou en alignant peut-être une collection complète de Pokémon chromatiques extrêmement rares. On les a appelés les Shiny d'ailleurs, parce que ça fait plus pro et plus sérieux. Parce que Pokémon, en même temps que son public, est devenu plus pro et plus sérieux. Et si la série y a gagné énormément de profondeur et de richesse, elle y a peut-être laissé un petit peu d'innocence. Quelque part entre cette profondeur et cette innocence, il y a Rosa, c'est-à-dire Ruby Omega et Saphir Alpha. On pourrait croire, en lançant le jeu, que Pokémon Rosa est l'histoire d'un jeune garçon ou d'une jeune fille enfermée dans un camion de déménagement, ce qui est très dangereux en plus d'être assez glauque. C'est pas tout à fait ça. On pourrait alors imaginer que c'est l'histoire de ce même garçon ou de cette même fille, parti seul à l'aventure aux quatre coins d'un monde peuplé par des créatures sauvages et agressives, ce qui est tout aussi dangereux. Et c'est pas tout à fait ça non plus. Pokémon Rosa, c'est avant tout l'histoire d'un cycle de remake installé depuis 2004. Ainsi, après Rouge-Feu et Vert-Feuille sur GBA, puis Heart Gold et Soul Silver sur DS, Ruby Omega et Saphir Alpha viennent adapter d'anciens standards aux normes de la 3DS. Et l'enjeu pour ces nouvelles versions est donc d'offrir aux fans une expérience très similaire à la première, tout en apportant assez de nouveautés pour justifier leur existence. Un numéro d'équilibriste pas évident, qui passe notamment par un univers et une trame scénaristique absolument inchangés, avec tout ce que ça peut comporter de nostalgie plaisante comme de lassitude. On appréciera ainsi forcément le fait de revisiter assez librement le monde de Hoenn et d'y recroiser des personnages bien connus dans un nouvel habillage tout en 3D. Mais on restera peut-être assez peu sensible à ces histoires de Team Aqua et Magma, qui ne constituent pas ce que la série a connu de mieux en la matière. On pourra également regretter un Pokédex assez restreint, surtout quand on le compare à celui des versions X et Y, et ce même s'il se rattrape en balançant un bon paquet de Pokémon légendaires. C'est le prix de la fidélité au titre d'origine, que l'on pourra observer en toutes circonstances, aux quelques rares exceptions près que sont une Wii U branchée dans la chambre du personnage principal, ou le casino fermé de Lavandia. Des petits détails aux origines sûrement diverses qui aident dans tous les cas à faire de ces nouvelles versions les témoins du temps qui passe. Tout ce temps passé entre les jeux originaux et leurs remakes, on ne le sent jamais autant que quand il s'agit de combattre. Dans les grandes lignes, rien n'a vraiment changé évidemment. Il s'agit toujours de capturer un maximum de Pokémon pour former une équipe de 6 et les faire combattre contre des créatures sauvages ou des dresseurs. Ces derniers interviendront soit sur les routes qui relient les différentes villes du jeu, soit dans les 8 arènes qui constituent autant de paliers à franchir avant d'affronter le fameux Conseil des 4. Tout ça est immuable depuis la première génération et ça n'est certainement pas prêt de bouger. Bien sûr, les nouveautés apportées à l'époque par Ruby et Saphir sont également de la partie. Et on redécouvre sans surprise et avec plus ou moins d'entrain les concours de beauté et les cachettes secrètes. Mais tout cela est tout à fait normal. Heureusement, les versions Rosa incluent aussi la plupart des ajouts apportés à la série depuis ses déclinaisons de DS et 3DS. Ainsi, on retrouve les méga évolutions ou les hordes de Pokémon sauvages, mais aussi les systèmes de PSS et de SPV que l'on avait pu découvrir dans les versions XY. Le PSS désigne un outil permettant en gros d'échanger ou de combattre avec des amis online, tandis que le SPV, ou système de perfectionnement virtuel, permet d'attribuer des EV à ces Pokémon de manière totalement transparente. À eux deux, ils sont les meilleurs reflets de l'évolution de la série au fil des ans. Ces duels ou ces échanges, autrefois limités au périmètre restreint d'un câble Link, sont désormais accessibles à tout le monde et tout le temps. Tandis que les EV, qui sont longtemps restés à moitié secrets et réservés à une sorte d'élite, assument maintenant totalement leur rôle de simple point de statistique à attribuer via un entraînement spécial. Parallèlement à ces mises à niveau, les versions Rosa apportent également leur lot d'inédits, principalement via le Navidex, qui permet de savoir d'un coup d'œil quels Pokémon vivent dans chaque zone visitée. On y trouvera également un moyen très pratique d'en apprendre plus sur les nouveaux spécimens qui apparaissent parfois de manière visible dans les hautes herbes et qu'il faudra surprendre en s'en approchant discrètement. En se débrouillant bien, on pourra ainsi capturer des Pokémon dotés de capacités ou de talents spéciaux, ou tout simplement appeler une créature particulièrement recherchée. Mais la plus belle surprise de ces remakes, qui fait pardonner sans aucun mal l'abandon de la personnification du personnage principal apparu dans XY, c'est la nouvelle représentation de la capacité de vol. On ne gâchera pas la surprise, et on vous laissera le plaisir de découvrir ce qu'on attendait tous depuis la première génération, et qui apporte peut-être un des plus beaux moments de la série depuis un bout de temps.
La nature même de ces versions Ruby Omega et Saphir Alpha est assez étrange, autant que peut l'être la mise en abîme opérée en clin d'œil en tout début de partie. À mi-chemin entre le trip nostalgique et la mise à niveau, Rossa constitue une expérience déstabilisante, qu'on pourra à la fois trouver un peu trop datée et un peu trop actuelle. Elle nous rappelle, au cas où on l'aurait oublié, que la série des Pokémon est un éternel recommencement. Et qu'on jouera très certainement au remake de X et Y d'ici 10 ans sur un nouveau support peut-être directement relié à notre cerveau. Et en agglomérant 11 années d'apports successifs allant tous dans le sens de la compétition ou de l'étalage clair des mécaniques d'élevage, ces remakes montrent surtout comment la série a grandi en même temps que nous. En gagnant certes en maturité et en intérêt dans le processus, mais en perdant également en candeur et en mystère. Alors bien sûr, la paire Rossa reste la meilleure manière de découvrir les versions Ruby et Saphir pour celles et ceux qui les avaient ratées à l'époque, et bien sûr, elle est aussi une bonne occasion de les redécouvrir. Mais c'est aussi le résumé potentiellement assez violent de 11 ans d'évolution à l'échelle de la série et du joueur. Effectivement, maintenant que tu me le dis, Pili, je me souviens qu'à l'époque, tu m'as dit plusieurs fois que quand tu tombais sur un 101% à l'antenne, avec toi qui présentais, tu zappais. Ouais, je zappais. Bizarre. Non, ça va. Je trouve ça assez sain en fait de pas se regarder à la télévision. C'est pour ça que tu progressais pas en fait. Parce qu'il faut se Exactement. savoir pour, Exactement. Mais en fait, je progressais sur plein de trucs, mais pas ça. Figure-toi. Et puis il y avait David, il avait fait cette sale blague. Le premier 101% que je devais faire, on avait réuni toutes les conditions pour que je me sente mal à l'aise parce que je devais jouer un rôle en fait. C'est ça, hein, C'est vrai qu'on avait un peu scénarisé le truc où Davy était censé te féliciter en disant « Ouais, t'es trop fort », et après il intriguait en coulisses et venait me voir en me disant « T'es trop nul ». Et ça, c'était super dur pour moi, parce que je préfère vous parler comme on parlait de montage, de choses et d'autres à l'époque, où c'était un peu plus naturel et on rigolait mieux, je trouvais. Ouais. Un peu ça, il y avait Olivier Roch qui avait fait une blague au tout début, en me mettant plein de flèches sur la tête. Oui, mais parce que tu l'avais cherché un petit peu, tu t'es moqué Ouais, de lui. c'est possible, il avait fait une vengeance et puis ouais, j'étais pas super content, c'était le tout début, alors déjà que j'étais mal vu. Mais je suis content parce que j'ai fait écrire beaucoup d'encre quand même, j'ai fait couler beaucoup d'encre au début. Non? Il y a quand même beaucoup de pages, j'ai fait puis vivre comme Florent. toujours, après quelques mois où tout le monde disait mais c'est qui ce connard, Mais en fait il était pas si méchant. Voilà, une fois que t'es parti, il va faire ah bah il est où Pili? Et ouais, il est là, aujourd'hui seulement. Et sinon, je suis sûr que vous voulez voir un D6, parce qu'un D6 c'est plus intéressant que notre vie, n'est-ce pas? Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Le manga et l'animation japonaise sont des influences de plus en plus présentes dans le jeu de rôle. Bliss Stage, un jeu créé par Ben Lehman et traduit en français par La Boîte à puise son inspiration dans des séries de mecha comme Raxephone, Brain Powered, mais aussi et surtout Neon Genesis Evangelion. Notre monde, notre temps. Une mystérieuse épidémie commence à se propager, plongeant la population humaine adulte dans un étrange état catatonique, une béatitude ensommeillée dont on ne se réveille pas. Seuls les enfants et adolescents ne semblent pas affectés par cette étrange maladie surnommée le Bliss. Au départ, ces jeunes tentent de survivre tant bien que mal et perpétuer la société qu'ils connaissaient, jusqu'à ce que la nourriture commence à manquer, que les infrastructures tombent dans déliquescence. En situation de crise, les pires instincts prennent le dessus. Les enfants s'organisent en bandes, en gangs, et se livrent au pillage et aux guerres de quartier. Les mois passent, et la situation ne fait qu'empirer. Les réserves s'amenuisent, les maladies et les prédateurs redeviennent un réel danger. Sans compter qu'un ado devenu adulte finit à son tour par succomber au Bliss. Et c'est là que les autres sont apparus. Nul ne sait qui ils sont réellement, ni d'où ils viennent. Une seule chose est sûre, ils sont capables d'affecter l'esprit humain à travers les rêves. Ce sont les autres qui ont causé le Bliss pour éliminer tous les adultes. À présent, ils commencent à prendre pied dans notre réalité au travers de créatures biomécaniques appelées automates, massacrant tous les survivants sur leur passage. L'humanité connaît-elle sa dernière heure? Non, car un petit groupe de résistants, mené par un adulte mystérieusement épargné par le Bliss, parvient à capturer un automate ennemi. Ils parviennent à reconfigurer son module de contrôle pour en faire un anima, un automate de neutralisation des impulsions mentales altérées. En prenant le contrôle de l'anima, un enfant pilote peut entrer dans le monde des rêves pour combattre les autres sur leur propre terrain. 7 ans après le début du Bliss, ces enfants pilotes sont le dernier rempart de l'humanité, la jeunesse sacrifiée d'une guerre qui dépasse l'entendement.
Un aspect très intéressant de Bliss Stage est que chaque joueur incarnera plusieurs personnages. Ce sont les joueurs eux-mêmes qui vont contribuer à la narration, le MJ ayant un rôle d'arbitre, mais pas de narrateur. Chaque groupe de résistance possède 4 types de personnages: pilote, ancre, personnage secondaire et autorité. Déjà, il y a les pilotes, ce sont les héros de Bliss Stage, ceux qui prennent le contrôle d'un anima pour aller combattre les autres dans le rêve. En général, chaque joueur en contrôle un. Les pilotes sont représentés par des archétypes classiques des animés, l'innocent au grand cœur, le vétéran aguerri, le héros naissant, le chevalier servant, etc. Chaque pilote est associé à une ancre, c'est-à-dire un personnage qui reste dans le monde réel et est en contact permanent avec son pilote, tentant de l'aiguiller et de le soutenir dans son combat. Il y a autant d'ancres que de pilotes, mais chaque ancre est interprétée par un autre joueur que celui du pilote. Les joueurs sont supposés nommer les ancres d'après leurs propres amours d'enfance ou d'adolescence. Les personnages secondaires sont les amis, familles, techniciens et autres personnages qui gravitent autour du groupe de résistance, mais ne sont ni pilotes ni ancres. Les personnages secondaires sont interprétés soit par le MJ, soit par les joueurs s'ils se sentent inspirés. Enfin, l'autorité est l'adulte dirigeant le groupe. Il a échappé au Bliss à cause de problèmes mentaux, d'alcool, de drogue et autres joyeusetés. L'autorité est incarnée par le MJ. Chaque pilote est défini par 3 caractéristiques: terreur, trauma et Bliss. Oui, ces caractéristiques représentent en fait la dégradation morale et mentale du pilote. Si le trauma atteint 6 ou que le Bliss atteint 108, c'est la fin pour ce pilote. Ce sont en fait les relations que le pilote noue avec les autres personnages du groupe, et en particulier son ancre, qui vont déterminer ses capacités dans l'anima. Chaque relation est définie par 3 valeurs: l'intimité, la confiance et le stress. Évidemment, ces relations entre personnages vont être mises à rude épreuve, et si jamais la confiance descend à 0, alors la relation est rompue et le niveau de Bliss augmente. Le déroulement d'une partie de Bliss Stage est très codifié et suit toujours le même schéma: une scène de briefing, une scène de mission et une scène d'interlude, puis une nouvelle scène de briefing et ainsi de suite. Durant la scène de briefing, c'est l'autorité, donc le MJ, qui annonce les objectifs de la mission. Durant la scène de mission, un couple pilote-ancre tente d'atteindre les objectifs en question. Chaque ancre décrit à son pilote ce à quoi ils sont confrontés dans le rêve, et chaque pilote tente d'affronter la menace. Dans les scènes d'interlude, les relations entre les personnages évoluent. Durant les scènes d'affrontement, le pilote définit la puissance de son anima en additionnant les scores d'intimité de plusieurs de ses relations. Par exemple, il décide qu'il va combiner 3 relations, une relation à 3, une relation à 4 et une autre à 2. Il va donc lancer 9 dés à 6 faces. Obtenir 1 ou 2 sur le dé est un résultat négatif, 3 ou 4 est un résultat neutre, et 5 ou 6 sont des résultats positifs. Le pilote choisit ensuite de répartir ses résultats dans différentes catégories: la réussite de la mission, la sécurité de ses relations, sa propre sécurité, ainsi que son niveau de Bliss. Il y aurait encore beaucoup à dire sur Bliss Stage. Nous n'avons fait qu'égratigner la surface de ce jeu d'une grande richesse et dont la structure ne ressemble à aucune autre. C'est un jeu très original, plein d'action, mais surtout d'une grande richesse narrative et psychologique. En poussant les joueurs à s'impliquer dans la création de l'univers, à définir eux-mêmes les enjeux et à jouer les relations intimes entre les protagonistes, qui plus est des personnages nommés d'après leurs propres amours de jeunesse, Bliss Stage fait sortir les joueurs de leur zone de confort, donne à réfléchir et crée une atmosphère vraiment unique, parfois troublante. C'est un jeu étrange, qui ne plaira clairement pas à tout le monde, mais qui est l'un de nos coups de cœur de cette fin d'année. D'accord, on est un peu en retard vu que le jeu est sorti en français en fin d'année dernière, mais mieux vaut tard que jamais. De toute façon, il n'est jamais trop tard pour parler des bonnes choses. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien! On est reparti. Donc, on est reparti. alors Bien l'habillage de... Attends. Ouais, l'habillage de 1D6. Angela, elle saura pas où commencer les plateaux. D'accord, c'est normal, c'est moi. Donc Angela, c'est normal. À l'époque, quand c'était Pili qui présentait, les monteurs me disaient toujours, mais il commence où le plateau? On sait pas où ça commence. Eh oui. On sait pas quand ça s'arrête, donc c'est au feeling. Exactement, et ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc 1D6, c'est toi qui as dit, bon, ça suffit, je vais vous faire un générique, j'ai envie d'en faire un, et je propose de faire un D6. Ouais. Et t'as mis des D20. J'ai mis des D20. Ouais, parce que alors en fait, je suis pas infographiste, c'est super compliqué. Et je faisais ça sur un soft qui s'appelle Cinema 4D. Et en fait, faut savoir que faire un système de particules avec des dés carrés,
Et bah pour moi c'était beaucoup plus dur qu'avec des dés 20 en fait. Donc c'est ça la raison, c'est que c'est une raison technique, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir un système stable. Et je crois qu'il y a une petite histoire aussi sur le décor qu'on voit derrière, qui n'est pas un stock shot, c'est toi qui l'as fait. Et en fait tout est fait maison, c'est-à-dire que même le sol en fait c'est la texture de mon canapé, le stock shot derrière c'est un timelapse que j'ai fait à la montagne pendant l'été. Et voilà, c'était fait maison, c'était bricolé, parce que nous on aime bien le bricolage. Hein, et quand tu as fait ça, tu étais déjà plus présentateur de No Life, mais en coulisses, tu continues à faire des trucs. Ouais, bah oui, parce qu'on s'aime bien quand même. Et puis, j'ai perdu de la patate, non? Ouais, j'essaie de te lancer sur des trucs. Ouais. Le dernier truc que tu as fait pour No Life, si je dis pas de bêtises, c'est le montage. C'est le montage sur les traces de Nintendo avec Florent. Ah ouais, c'était rigolo ça. Ouais, j'ai fait ça. Et tu connaissais pas Florent à l'époque, maintenant non, tu connais mieux. Non, et maintenant, je dois le voir bientôt là, d'ailleurs. Ouais, il est super Florent, non? C'est ça qu'il faut dire. Vous voyez comme je suis gentil? C'est un truc de fou furieux. Et puis je suis ouais, mais bon, on s'en fout un peu de son travail, ça aurait pu être mieux, machin, ce genre de truc. Mais non, là, maintenant, c'est genre plat comme une feuille de papier. Philippe Nègre. Mais par rapport à quoi? Bah, à toi de me le dire, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, la saga Exosquad se poursuit. Nous allons donc voir deux nouveaux pilotes, enfin nouveaux, nous allons voir par la suite, mais deux nouveaux Exoframes en tout cas, à savoir le Pirate Captain E-Frame de Jonas Simbaka et puis le Subsonic Scout E-Frame de Marsala, un personnage qu'on voit assez souvent. Donc je vous présente Jonas Simbaka, qui, comme le précise la boîte, est le Undisputed Ruler des Pirate Clans, c'est-à-dire le chef incontesté des clans pirates. Et puis son Pirate Captain E-Frame, qui est une E-Frame qui est très très plaisante à mon sens. Sur le bras droit, nous mettons un laser whip, et oui, sur le pied droit, nous mettons un over missile qui est caché, me dit-on. Et puis, pour parfaire le design piratesque de la machine, nous avons ici un canon qui ressemble vraiment au bon vieux canon qui se trouvait sur les galions et autres vaisseaux pirates. Canon qui, évidemment, ne porterait pas ce nom s'il n'était pas destiné à envoyer un projectile, que voici. Vous le mettez derrière, vous avez une fixation. Voici. Voilà. Nous mettons Jonas, le capitaine Jonas Simbaka aux commandes de son E-Frame. Nous plaçons ses mains sur ses joysticks de commande. Et voilà le capitaine Simbaka prêt à piller allègrement les vaisseaux terriens. Voilà la bête. Donc ici, d'un côté, vous avez le fameux fouet laser. Voilà, que vous actionnez ainsi. Donc vous redressez le bout du fouet et ensuite quand vous appuyez, il donne un coup de fouet violent. Formidable. Ensuite, nous avons un outil qui est bien utile, c'est pour justement fendre la coque des vaisseaux que l'on aborde. Nous avons ici une scie circulaire, donc vous entendez le cliquet quand vous la faites fonctionner, de manière à ou découper le cockpit d'un E-Frame adverse, ou alors découper carrément la coque du vaisseau à piller pour pouvoir en extraire allègrement la précieuse cargaison. Ensuite, les réjouissances continuent, donc le canon précédemment cité, bien sûr, il canonne, voilà. Et puis, en combat rapproché, éventuellement pour, comment dirais-je, ramollir les ardeurs d'un adversaire qui se laisserait emporter, ce qu'on appelle le missile, l'over missile, qui est caché dans le pied de l'e-frame, je tire ici, voilà, et qui est plutôt puissant. Nous allons maintenant voir un autre E-Frame. Voilà, une E-Frame avec un design assez sympa. J'aime beaucoup les deux antennes là, c'est pas mal du tout. Le cockpit offre un grand champ de vision, une bonne créativité, un bon design. Alors ici nous avons des disques explosifs qui sont indétectables, donc c'est très utile puisque déjà un disque explosif par soi-même c'est plutôt utile, mais si en plus l'ennemi a la surprise de l'explosion, alors là c'est le summum. Donc vous les disposez ici, voilà. Ensuite vous les refermez pour un usage ultérieur, nous verrons bien sûr. Nous allons installer Marsala à l'intérieur de son E-Frame.
Une iframe qui présente une particularité intéressante, c'est que ici, ce n'est pas le cockpit vitré qui se soulève, qui s'élève ou qui s'abaisse pour accueillir son pilote, mais c'est à l'arrière que ça se passe. Donc ça, c'est aussi sympa. À ma connaissance, c'est peut-être le seul iframe qui présente cette particularité. Donc je charge sur le bras gauche le missile. Alors c'est un missile laser, un missile guidé par laser, donc je pense qu'une fois que vous êtes ciblé, c'est terminé pour vous. Hein. Terminez vos mots croisés, embrassez votre maman, enfin bref, c'est la fin. Ici nous avons un jackhammer, donc on le charge ainsi en tirant, et quand on appuie ici, voilà, il projette avec violence une boule avec différentes protubérances qui permettra de concasser et de fracasser, enfin toutes ces sortes de choses qui rajeunissent le visage. Voilà, ça continue. Et puis le fameux missile guidé au laser, nous avons ici, voilà, qui s'en va pour laseriser la tronche des adversaires. On va procéder à un petit lancement de face. Donc nous avons vu tout à l'heure les deux néodisques qui sont indétectables. On les charge, on referme les bras, et ensuite quand vous appuyez dessus, c'est un système sans ressort, ça les lance. Bon, alors voilà, disons que c'est ça le seul problème sur cet iframe, c'est que justement ce qui se fait mécaniquement sans l'aide d'un ressort, sans l'aide d'un calage et ou d'un chargement de puissance, fait que c'est pas très spectaculaire, j'en conviens. J'appuie plus fort, il y en a au moins une qui est partie vers l'avant, l'honneur est sauf. Voilà pour une petite partie de ce que propose Exosquad. Donc quand même, ma foi, quand vous, comme moi, vous possédez une armée d'iframes, ça fait quand même bien plaisir. Voilà, n'oubliez pas, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. Donc tu disais, on a oublié de lancer Metal Missile. Ouais, mais en même temps, ça c'est tout moi. Normalement, je faisais tout le temps ça à l'époque, non? T'avais du mal, et puis même parfois tu te rebellais contre ça. C'est-à-dire, mais pourquoi est-ce qu'on doit faire les trucs comme ça? C'est vrai, c'est pas toi, Alex, qui disait qu'on pouvait faire comme on voulait. Alors j'ai oui, mais tu me mettais face à mes contradictions. C'était très compliqué en fait. Ouais, bah ouais. Et alors, t'en as toujours plus, non, des contradictions à gérer? Oh bah oui, plus ça va, plus c'est compliqué. Hein. Voilà. Vous êtes en train d'assister à un vieux truc qui est la discussion entre l'animateur et le réalisateur, un peu comme dans le Club Dorothée à l'époque. Pat Le Guen, ouais, mais c'était pas tout à fait pareil. Pat Le Guen, il faisait des vannes, quoi. Il disait au fait, Dorothée, oui, Roxane a fait pipi. Ouais. Voilà. Il disait un truc comme ça. Ça, c'était si bas que ça. Ouais, c'était pas loin, non? Je me souviens plus, en vérité. Bon, alors voilà. Ça, c'était moi. Il y a les autres qui font la même chose. On se dit peut-être à la 2000e. Ouais, mais tu pars pas sans une anecdote. Il faut que tu me dises une anecdote sur ces 2 ans de 101% que tu as fait, un souvenir. Comme ça, sans y réfléchir là. Ouais. Mais sans alcool, l'anecdote. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup du coup. Non. Non, l'anecdote. T'en as une plus que moi, je suis sûr. T'as plus de souvenirs que moi. Ah, c'est pas si simple. En fait, il s'est rien passé pendant 2 ans, vous avez rien vu. Mais si, on avait des... Enfin, moi, je me souviens des trucs rigolos. Je me souviens quand c'était bien marré quand on avait fait le 100% sur les... Comment ça s'appelle, les trompettes là, du foot, là? Ah, on a fait... Les vuvuzelas, là. C'est sûr que c'était moi qui avais fait le vuvuzela? Ouais, tu sais que tu faisais... Ah, et puis il y avait un boucan de... Bon, enfin, bon. Non, c'est nul, hein, mais ça nous a fait marrer. Ouais, c'est vrai. Puis en plus, c'était même pas très no life dans l'esprit de... Le football, ouais, mais c'est international. Ouais. Voilà. Bon, et ben écoutez, si on se disait au revoir, parce que c'est bien de se dire au revoir. Ouais, mais on n'a pas eu ton anecdote. Tu veux une anecdote vraiment? Ouais. Alors, on coupe 2 secondes, j'y réfléchis, puis je vous dis l'anecdote. Je reviens pas avec une, mais 2 anecdotes. Ouais, alors je t'écoute. Alors d'abord, je suis quand même arrivé, parce que j'ai la classe première émission avec un t-shirt de Game One. Ça, c'était pas mal. Et deuxième anecdote, c'est que souvent, pour plaisanter, je critiquais un peu le travail des camarades qui travaillaient en interne. Et ce qui faisait qu'il n'y avait pas que vous qui me détestiez, mais aussi les gens qui travaillaient à No Life. Et ça, c'était rigolo. Et je le pensais pas vraiment. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Et puis pour la 2000e, ou la 2500e, ou la 3000e. Au revoir tout le monde. Nous l'été,
J'avais oublié un peu comment ça se passait, tu vois. Ouais. C'était rafraîchissant de te retrouver là avec tes. T'as pas changé en fait, hein. Oh, bah, un petit peu, je suis un peu moins tranchant quand même, non? Je me souviens au début, il me martyrisait en fait parce qu'il voulait que je raconte plein d'anecdotes sur le montage et moi j'avais honte. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que comme je te côtoyais évidemment dans la vie privée depuis Ouais. longtemps, et puis même au Et au boulot travail. avant à Game One, moi j'aimais bien tout ce que tu nous expliquais, sur ton point de vue sur le montage, la manière dont ta pédagogie brutale qui est très amusante. Et je me disais, Ouais, et je me disais, mais c'est super, on va partager ça avec les spectateurs. Et Ouais. quand je te demandais de le faire, tu y allais un peu à reculons. Tu le J'y allais faisais à un reculons. petit peu, mais Bah en fait ouais, j'aimais pas ça parce que je considérais que c'était pas mon rôle et qu'en plus ça il y avait une sorte de prétention en fait à vouloir expliquer ce genre de choses aux gens. ouais, genre, tu voulais pas dire, ouais, j'ai la science infuse, alors Bah écoutez, non, alors ouais. que finalement quand même tout ce genre de travaux c'est avant tout l'humilité. Voilà, parce qu'on parle sur des choses qui sont un petit peu sensibles en fait, c'est tout ça. D'accord, mais bon, t'as quand même accepté de temps en temps. De temps en temps. En faire un petit peu. Mais finalement on faisait plus de l'histoire que de la théorie du montage qu'autre chose, je crois. Oui, c'est vrai. Voilà. Messieurs, dames, bravo à vous tous.